Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur la rencontre, lors de l'avant-première, d'un film plein de suspense nommé De Grandes Espérances. T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain? Est-ce qu'Antoine est là? Tu le laisses tranquille maintenant. Je vais être nommé au cabinet du ministre. T'étais au courant? Tu me l'as fait pas à l'envers. Le 24 mars 2023, nous avons reçu le réalisateur Sylvain Desclous pour la présentation de son nouveau film De Grandes Espérances. Je vous laisse découvrir cette rencontre qui, vous le verrez, a charmé les spectateurs. Voilà, on laisse le générique se dérouler jusqu'au bout. C'est normal, c'est pour rendre hommage à toutes les personnes qui participent à la réalisation d'un film, le film que vous venez de voir de Sylvain Desclous. Et donc, vous l'avez déjà applaudi au tout début du générique, mais rien ne vous empêche de le refaire à nouveau. Merci. Merci à Sylvain pour ce film. Donc on est là pour échanger avec vous. Je pense que c'est important pour Sylvain d'entendre ce que vous avez à dire sur le film, vos remarques, toutes les questions que vous voudrez poser. Il n'y a aucun problème. Il est là pour y répondre. Et peut-être ce serait bien, Sylvain, qu'on commence par le commencement. Dire d'abord que dans le cinéma, tu as un parcours un peu atypique, que tu n'es pas arrivé là immédiatement avec des envies de cinéma, mais que ça s'est fait au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je crois, mais peut-être je me trompe, il me semble que tu as toi aussi fait ou postulé pour Sciences Po au début de tes études. Il me semble avoir vu ça quelque part. Tu t'es bien renseigné. Voilà. Disons que je partage un point commun avec Madeleine, c'est que donc elle a fait Sciences Po Lyon, moi j'ai fait Sciences Po à Aix, et qu'à un moment donné, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire de ma vie et que j'avais postulé pour entrer dans une prépéna. Alors quand ça s'appelait encore l'ENA évidemment, et quand ça s'appelait encore prépéna, et que j'étais pris en prépéna et qu'au dernier moment, voilà, j'ai bifurqué et j'ai préféré faire mon service militaire à l'étranger. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, tous les questionnements, enfin pas mal des questionnements de Madeleine, ou en tout cas une partie du parcours de Madeleine, c'est vrai que a été le mien quand j'étais étudiant. Ouais. Et puis la question politique t'a quand même toujours intéressé, même si le film dont on parlait tout à l'heure, Vendeur, qui a fait une tournée en région, puisqu'il a été soutenu par la région, ne parlait pas de politique, mais il y a quand même eu ce film dont je parlais tout à l'heure, la campagne de France, qui abordait ces questions-là, et donc c'est un sujet qui t'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse déjà en tant que citoyen. Voilà, c'est vrai que moi, on va dire la politique, la chose publique, la manière dont se décide, j'allais dire le destin d'un pays. En tout cas, voilà, la bonne marche du pays, ça m'intéresse et j'ai un regard là-dessus. Et c'est vrai qu'au moment de faire, alors je vais peut-être faire un petit retour en arrière parce qu'une question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient, voilà, quel est le point de départ de Grandes Espérances, le film que vous avez vu. Et le point de départ, c'est il vient pas de mon envie de parler de la politique ou de mon envie de traiter du nomadisme social, mais plutôt d'un incident ou d'une mésaventure qui m'est arrivé en Corse, voilà, quelques années, et qui ressemble quand même assez fortement au début du film. Alors évidemment, ça s'est mieux terminé pour moi que dans le film, hein, et au moment où je vous parle, j'ai pas de bracelet électronique autour de la cheville, donc tout va bien. Mais voilà, le point de départ dramaturgique de l'histoire est là, et c'est-à-dire que voilà, ce qui s'est passé à l'époque m'a tellement et qui est vraiment, voilà, qui ressemble beaucoup au début du film jusqu'au fusil, m'a suffisamment impressionné, fait peur, voire même voilà, humilié, disons les choses, que je me suis dit que c'était forcément le point de départ d'un film. Et ceci étant dit, quand je dis ça, j'ai que 15 minutes de film. Donc il a fallu à un moment donné imaginer ce qui se passait après. Et c'est vrai que voilà, à partir de ces 15 minutes et de ce que voilà, j'avais envie de ce que ça puisse raconter pour les personnages et pour le personnage principal Madeleine, j'ai assez rapidement eu envie de la placer sur non pas sur le domaine de la politique, mais en tout cas dans l'arène de la politique, de l'ambition politique entendue au sens noble, c'est-à-dire ambition, forte envie de changer les choses, forte envie d'impacter le monde, la marche du monde et de défendre ses idées
vaille que vaille, et bon, coûte que coûte. Voilà, le point de départ est là. Mais c'est vrai que voilà, si j'aimais pas la politique, j'aurais pas du tout imaginé ça comme arène. Et c'est vrai que ça fait une continuité avec non seulement le long métrage que j'ai fait l'an dernier et qui est un long métrage documentaire et qui plus spécifiquement sur les élections municipales dans un petit village. Et même voilà, d'autres courts-métrages que j'avais fait où c'est vrai que peut-être le fil rouge et le point commun, c'est à chaque fois des personnages un petit peu solitaires, un petit peu en rupture de banc, un petit peu en translation sociale et qui s'affrontent à un monde qu'ils aimeraient bien voir changer. Alors, ce qui change aussi par rapport à tes précédents films, c'est que là, on est sur des personnages féminins et même des personnages féminins très forts. Donc, il y a celui de Madeleine, interprété par Rebecca Marder, mais il y a aussi, que je trouve passionnant, celui qu'interprète Emmanuel Berco. Et effectivement, là aussi, c'est une rupture par rapport aux autres films, puisque dans Vendeur, c'était deux hommes, Pio Marmaille, Melki. Et puis, je crois même que dans Campagne de France, même si ça reste du documentaire, c'était aussi des hommes. Donc, il y avait le souhait de faire quelque chose autour de personnages féminins, d'être en rupture par rapport à ce que tu avais déjà fait, ou c'est juste... Les choses se sont passées de manière un petit peu inconsciente. Alors, c'est vrai que tous mes courts-métrages et mes 2 premiers longs-métrages mettaient vraiment en scène un univers masculin très fort. Et le fait que cette mésaventure me soit arrivée à moi, tout d'un coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant, en tout cas moins psychologique ou psychologisant, de déplacer et de faire que le personnage principal soit une jeune femme plutôt qu'un jeune homme. Pour la petite histoire, le rôle du ministre, enfin de la ministre qui est jouée par Emmanuel Berco, était écrit à l'origine pour un ministre. Et chemin faisant, et à mesure que se profilait le tournage, c'est ma directrice de casting qui m'a soufflé l'idée de féminiser le rôle, et je trouvais que c'était une bonne idée parce que tout d'un coup, ça introduisait beaucoup plus de complexité, de singularité dans le fait que ce soit une jeune femme qui soit adoubée ou en tout cas mentorée par une femme ministre plutôt qu'un homme ministre. C'est-à-dire que j'évacuais complètement la piste tellement évidente de la séduction ou du pygmalionisme, et que tout d'un coup, voilà, dans cette relation entre les deux femmes, voilà, je trouvais ça plus riche. Il n'y avait pas des intentions derrière ça pour dire que quand même notre paysage politique a besoin de renouveau et notamment de figures féminines. Il y avait pas tout ça quand même. Il n'y avait pas des intentions de ce type-là. Je le pense évidemment, et je rebondis sur ce que tu dis. C'est évident que je le pense. Et c'est pas pour rien que voilà, les plus grandes, dans l'actualité politique immédiate, on a noté Angela Merkel, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui ont été des figures politiques féminines très fortes et qui ont vraiment montré qu'on pouvait faire de la politique différemment et tout aussi talentueusement quand on est une femme. Mais en tout cas, pour être très sincère, c'était pas du tout un but d'écriture. Tu vois, je me suis pas assis devant l'ordinateur en disant je vais faire un film qui met en valeur la femme dans la politique. Ça s'est passé de manière plus, on va dire, scénaristique, dramaturgique, et avec cette volonté que ce soit un homme ou une femme, en l'occurrence une femme, je puisse écrire les personnages de la manière la plus sincère et la plus complexe possible. Après, je suis très heureux que le film raconte ce que tu soulèves. C'est-à-dire que si le film peut faire passer ce message et peut raconter ça, j'en suis extrêmement heureux et fier. Mais par rapport à ce que tu dis, alors, indépendamment du personnage de Madeleine et Rebecca Marder, donc, qui devait déjà être un personnage féminin, tu dis que Emmanuel Berco devait être un ministre et non pas une ministre. Et malgré tout, on a l'impression de retrouver des personnes qu'on côtoie dans les médias. On pense à beaucoup de personnes politiques. À Ségolène Royal. Oui, non, pas à Ségolène Royal, mais peut-être à d'autres. Et est-ce que Emmanuel Berco a travaillé son personnage avec d'autres... Ce qui est sûr, c'est quand on écrit un rôle de ministre ou une ministre, le travail est le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas raconter des conneries ou se contenter d'être dans le cliché ou se contenter de véhiculer des choses qu'on a vues soit à la télé, soit dans les films. On est obligé un peu de se coltiner le réel et de faire que pour que le personnage soit le plus vrai possible, faut entrer un petit peu dans la matière. Donc déjà, ça se passe à l'écriture. Donc ça, je me suis un peu
pas renseigné, je n'ai pas besoin de me renseigner, mais en tout cas, j'ai passé du temps à me documenter, à voir des vidéos, des interviews des uns et des autres. Après, j'ai été aidé dans l'écriture par un consultant dont la partie était plus spécifiquement de se pencher sur les prises de parole politiques dans le film, de manière à ce que ça paraisse le plus vrai. Ça, c'est un premier travail, qui est un travail, on va dire, d'écriture. Et ensuite, effectivement, quand Emmanuelle Berco arrive sur le projet, alors déjà, Emmanuelle, elle arrive, c'est une actrice avec une forte personnalité, qui est quelqu'un qui est très conscient politiquement, donc il y a quand même une grosse partie du boulot qui est fait. Mais ensuite, pour la dernière touche, qui est l'incarnation du personnage, des détails, les costumes, une manière de parler, une manière de bouger, une manière de penser le décor, sa permanence parlementaire. C'est vrai que j'ai organisé avec elle plusieurs rencontres avec des femmes politiques, pendant lesquelles Emmanuelle pouvait poser des questions, ou pouvait juste là être en observation. Et je sais qu'après, elle a fait sa tambouille et qu'elle a composé le rôle que vous avez devant les yeux. Tout à l'heure, je disais Ségolène Royal pour rigoler, parce qu'on me dit souvent qu'elle ressemble à Ségolène Royal. Mais je sais qu'elle a regardé... J'ai pas du tout trouvé, en fait. Mais bon. Ah. Vous non plus? Bon. Alors, c'était une fausse piste. On va peut-être vous laisser la parole. Alors, je précise que tout ce que vous allez dire et tout ce qu'on dit là, en ce moment est enregistré pour des podcasts qu'on publie uniquement sur le site sur du LUFS, TF1. vous ne vous inquiétez pas. Donc, soyez-en conscients quand on vous donne la parole. Et puis, on a aussi Vincent qui est là avec sa petite caméra qui est en train de faire un petit tournage, un petit film de notre rencontre. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez prendre la parole. Oui, ben, j'arrive tout de suite, je vous passe devant. Non, il faut parler dans le micro parce que sinon, on vous entend même pas dans le fameux podcast. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour le film. Moi, je trouvais ça super, le fait que... j'ai été invité au cinéma par un pote. Et donc, je suis venu et je me suis dit, ça va être une fresque sociale. Et voilà. Et là, je trouve que ça donnait vraiment un rythme, le fait divers. On se mettait vraiment... Qu'est-ce qu'on aurait fait? Moi, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parce que les règles de la légitime défense, elles sont écartées quand le gars, il n'a pas d'arme, elle a une arme. Voilà. Et vraiment, je m'attendais encore plus à sentir la culpabilité monter, à la sentir dérailler. En fait, pas du tout. C'est un personnage beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Enfin, je sais pas, c'est de la force. Et ouais, je pensais je pensais que vous alliez nous emmener sur un truc où sa routine allait se casser, elle allait s'effondrer, machin. Et ouais, non, vraiment le truc de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, comment j'aurais tenu avec le rythme de vie stressant, tout ça. Et franchement, je trouvais ça cool. Mais la culpabilité qui monte, et en fait, elle nous montre un autre visage. Cette meuf, c'est un animal politique. Et du coup, elle est capable de passer au-dessus et de passer au-dessus, d'écraser sa morale, en fait. Et ouais, non, voilà, c'était pas une question, mais j'avais envie de vous le dire. Voilà, merci. Merci. Non, mais c'est vraiment au cœur du film, en fait. Oui. Oui, on va... Alors, attendez. Je vous donne la parole d'abord. Bon, c'est bon, ça va aller. Bonsoir. Je réagis en tant que directrice générale de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et je voulais vous remercier parce que là, on est quand même sur un film qui pourrait être grand public, ou en tout cas, je l'espère, et qui sera largement diffusé. Et c'est chouette parce que voilà, on a abordé des sujets, mais là, clairement, vous avez pollinisé les valeurs de l'ESS à travers tout le film. En abordant la question des SCIC, des SCOP, de la question des salaires, bien évidemment, de la gouvernance, de la non-lucrativité. Enfin, je ne vous fais pas toutes les valeurs de l'ESS parce que je pense que ça nous regroupe ce soir. Mais voilà, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça nécessite, je pense, d'être diffusé probablement auprès d'un public jeune, de jeunes universitaires, parce que justement, ça permet aussi à un moment ou à un autre de se positionner politiquement quand on doit prendre des engagements. La preuve étant, puisque finalement ils sont à l'ENA et ils se posent des questions sur l'ESS et ils en arrivent même à faire des sujets de mémoire et de thèse. Et puis je voulais vous remercier, mais là je ne suis pas tout à fait sûre, parce que vous m'avez rappelé des
putain de repas familiaux où j'ai eu l'impression qu'on avait ce genre de discussion à chaque fois que j'aborde la question d'être la directrice générale de l'ESS, et où en effet on me rappelle à chaque fois que ce serait bien de retourner dans le réel parce que finalement on n'est pas tout à fait sûr que l'ESS le soit. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus, mais en tout cas je pense que c'est un vecteur de communication et puis aussi de sensibilisation et de promotion de l'ESS, donc merci. Bon ben, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'au départ en fait, elle est dans l'eau et puis en fait là, lui, le jeune, pas le jeune, mais moi plus jeune que moi, il dit que c'est cool. Et ben, ce qu'elle a fait, c'est vachement fort parce que parfois elle est toute seule. Selon moi, justement, c'est quand même vachement fort. Et moi, justement, ce que j'ai aimé, c'est sa force de réagir contre tout, parce qu'il y a des fois quand même quand elle est en prison, tout ça. Selon moi, chapeau. Et justement, moi, je trouve ça super comment ça se termine, quoi. Parce que finalement, elle y arrive par rapport à, justement, parfois le monde politique est dur, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça super au niveau des images. Enfin, voilà. Merci. Moi, je crois que beaucoup de femmes vont apprécier ce film, parce que c'est un film très féministe. Donc, pour un peu ce que disait Madame avant moi. Et c'est vrai que c'est sa force. À sa force aussi d'être d'un milieu, bon, comme on appelle ce parcours, de milieu modeste, avec un père fraiseur, et se trouver avec un mec, d'ailleurs, ils sont très mal assortis, je ne sais pas comment ils se sont choisis, peu importe. C'est l'amour. C'est comme ça, l'amour, oui, l'amour est aveugle. Mais en tout cas, oui, elle fait preuve d'une force terrible. Et par exemple, quand elle est en prison et qu'au lieu de penser à sa situation, qui n'est quand même pas très facile, eh bien, elle pense à son projet de loi. Et bon, ça paraît même incroyable, mais tant mieux. Hein. Et puis, j'ai beaucoup aimé la relation avec son père. Marc Barbet, c'est vrai que c'est vraiment un excellent acteur. On le voit, il est formidable, même. Dommage, j'en vois pas souvent. Et là, cette relation-là, elle retrouve, elle trouve du sens à sa vie en retrouvant son père qui va être celui qui va l'aider finalement. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi ils ne sont pas allés voir la police? En fait, c'était la meilleure chose à faire. Mais bon, on constate dans ces cas-là, si monsieur elle voulait y aller, hein, mais c'est lui qui l'en a dissuadé. Oui, hein. Ça, je me rappelle plus bien. Mais donc, elle se trouve, c'est pas elle la fautive en fait de cette situation. Hein, et enfin, sa fautive, ça peut arriver à n'importe qui, et surtout à une femme, de se protéger en tuant. Il n'y a pas d'autre solution. Elle est complètement. Et donc, merci. Oui, c'est vraiment un film féministe. Merci encore. Je prends le compliment avec grand plaisir. Tu le qualifierais toi-même de film féministe? Si vous êtes plusieurs à le dire, je vais... Oui, avec plaisir. Quelque chose, parce que justement, par contre, moi, j'ai trouvé que quand elle est en prison et tout ça, moi, je connais un peu des gens, par exemple, qui ont fait des grandes études. Là, justement, c'est un peu idiot elle pense toujours à ce qu'elle doit faire, par exemple, au niveau politique. À un moment, justement, c'est un peu trop pour moi, personnellement. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait qu'elle pense plus à elle que justement, et quand elle est en prison ou qu'elle souffre, à un moment, ça aurait été mieux peut-être qu'elle pense d'abord à elle avant l'extérieur. Oui, mais j'entends, mais il est impossible pour elle de penser à elle à ce moment-là parce que son objectif, sa conviction et ce pourquoi elle est prête, peut-être pas à mourir, mais en tout cas à batailler et souffrir, c'est ce projet de loi, quoi. En fait, je vais vous donner la parole, mais pour rebondir sur ce que dit Madame, ce qui est passionnant dans le personnage de Madeleine, c'est que d'abord c'est un personnage complexe. Hein, on pourrait aussi se questionner quand même sur sa moralité. Voilà, on trouve que c'est un personnage merveilleux, mais est-ce qu'elle est si bien que ça? Est-ce que par exemple la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Enfin, ça, tu pourras répondre. Je pense que ça fait partie de ton projet. Et puis, voilà, elle a quand même les mains sales. Et ce qui prime à un moment, c'est quand même son projet. Et puis, elle a aussi cette volonté, au début du film, de se séparer de son origine sociale. Elle y revient après avec son père. C'est très beau. Mais c'est quand même un personnage qui est aussi... Et pour revenir sur ce que vous dites, Madame, son objectif, ça reste quand même cette volonté politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait toujours avec une forme de pureté. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour avoir du pouvoir. C'est juste qu'elle a un projet.
un projet dont Madame a parlé tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, et qu'elle veut mettre en œuvre. Et tout ça est intéressant par rapport à ce qu'on se fixe comme objectif quand on veut faire de la politique, en fait. Bon, il y a beaucoup de questions induites dans ce que tu dis. Je rebondirai juste en disant que si le film est féministe, à mon sens, c'est aussi et avant tout parce que le personnage principal est une femme et que j'ai mis toute la complexité, la singularité, l'amour. Enfin, j'en ai fait un vrai personnage de cinéma, en tout cas, il me semble, et que je l'ai pas simplifié en faisant quelqu'un qui souffrirait des conséquences de son acte ou qui serait une espèce d'oie blanche qui arrive en politique et qui se prend des baffes sans réagir, ou quelqu'un voilà qui courbe les chines sous le poids du destin. J'en ai fait une combattante avec ce que ça implique, voilà, d'actes qui frôlent la moralité et voilà. Enfin, je pense que j'en fais il me semble un authentique personnage de cinéma qui rentre pas dans les clichés, quoi. Bonsoir, je voulais juste vous parler de l'histoire avec le père. J'ai trouvé que c'était très intéressant qu'elle retourne voir son père quand elle est en difficulté. Et à la fin, c'est son père, on dirait, qui lui redonne son projet, qui lui redonne le sens de sa vie. Qui lui réoffre un avenir. Oui, voilà. Je trouvais que c'était très beau. Et j'avoue que je ne connaissais pas l'acteur du père, mais je trouvais que c'était très bien filmé, les longues silences, enfin voilà, les regards. Je trouvais que c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, c'est que l'acteur, donc Marc Barbet, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez, pour le coup, quand j'ai commencé à écrire le scénario, dès les premières lignes d'écriture du rôle du père, c'est lui qui est venu. Voilà, parce que c'est un acteur que j'adore et qui a un second rôle merveilleux dans le cinéma français. Ce que je voulais dire, pour rajouter sur la complexité du personnage féminin, c'est que combien même les idées qu'elle défend sont nobles, combien même moi je lui prête énormément de choses à Madeleine. Je lui donne beaucoup de crédit. Il n'empêche qu'effectivement, à un moment donné, dans son ascension, elle a passé sous le tapis son origine sociale. Elle a préféré se séparer de son père, dont elle avait sûrement honte, pour continuer à avancer dans la vie. Et voilà, et c'est cette complexité et la manière dont elle avance et qu'elle est parfois très contradictoire qui en fait pour moi un personnage au moins aussi intéressant que les personnages principaux masculins. On va donner la parole aux gens qui ont le micro, s'il vous plaît. Moi, justement, je trouve que la grandeur de ce personnage et sa complexité qui fait que c'est pas caricatural, ce qui pouvait l'être quand même dans ce passage, c'est qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Et que si elle défend si fort politiquement, c'est parce que c'est une parole vraie. Et sa parole vraie, elle vient parce qu'elle n'a pas oublié d'où elle vient. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort. Même si son père, elle l'a délaissé à un moment, il n'est jamais parti. Et j'ai trouvé que c'est ça qui fait, comment je dirais, la force de ce personnage, quoi. Et c'est beau ce que ça nous dit, parce que j'avoue qu'en ce moment, moi, la politique, je suis en révolte totale. Et là, on a l'impression, enfin, d'entendre une parole politique qui est vraiment citoyenne, qui est vraiment la pensée de l'autre, le souci de l'autre. Voilà. Merci. Oui, c'est effectivement un des questionnements du film. C'est est-ce que les origines sociales, même si là, Madeleine essaie à un moment d'en faire abstraction, mais elle y revient, permettent d'avoir un langage supplémentaire dans le cadre politique, en fait. Est-ce que ça peut servir aussi ? C'est aussi une des questions. Je pense qu'on parle toujours de quelque part. Et que si on reste à parler du film... Mais parce que parallèlement, il y a aussi la famille d'Antoine et les énarques qu'on reproduit, et là, qui sont finalement un peu hors sol, d'une certaine manière. Ouais, ils sont ce qu'ils sont. Je veux dire, la famille d'Antoine, ils sont ce qu'ils sont. Et puis je pense que tout le monde a reconnu dans la famille d'Antoine et dans le personnage d'Antoine, une réalité sociologique
certaines, voilà, enfin, je vais pas rentrer dans les clichés, mais on voit bien que voilà, les classes sociales, la lutte des classes, c'est quelque chose qui est encore très, très présent aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, oui, je pense que Madeleine, elle a cette parole, cette envie, cette ambition de changer le monde avec les idées qu'elle défend, parce qu'elle sait d'où elle vient et que j'imagine qu'elle a été confrontée très tôt voilà, à des situations sociales compliquées et que ça lui va pas. Je sais plus où est-ce que je lisais ça, c'est que je crois qu'il y a une série sur France Inter sur Léon Blum, et à un moment donné, pour définir Léon Blum, le journaliste dit que Léon Blum n'était jamais satisfait de l'ordre social dans lequel il était né. Bon, je pense que Madeleine, il y a quelque chose de ça. Alors, je crois qu'il y avait une intervention là, et puis après, je viendrai vous voir, monsieur. Bonsoir. Moi, je voudrais qu'on s'attache un peu à votre travail de réalisateur. Et j'aimerais bien savoir comment vous avez décidé de la fin. Parce que moi, je l'aurais fait peut-être un peu autrement. Mais... Alors, c'est vous qui allez parler de votre travail de réalisateur. Comment ? Vous l'auriez fait comment ? Moi, j'avais imaginé que le personnage joué par Emmanuel Berco pouvait revoir Madeleine au moment de la fin. Mais bon, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Il y a le stylo. Il y a le stylo. Pour répondre à votre question, quand on écrit un scénario, ça prend beaucoup de temps. Et puis, écrire un scénario, c'est se confronter toutes les 2 pages des embranchements. Est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche ? Ou est-ce qu'on fait demi-tour ? Et c'est vrai que voilà, la fin, il y a eu plusieurs fins envisagées, possibles. Il y a eu une fin beaucoup plus convenue d'un point de vue moral, qui voyait Madeleine soit se dénoncer, soit être découverte et finir en prison. Donc c'était une fin voilà, très, très morale, mais qu'est-ce qu'elle était chiante cette fin. Voilà. Et je pense que comme on est au cinéma, on peut se permettre de pousser un petit peu le curseur et de se dire que voilà, pour une fois, on peut être un petit peu amoral et que David peut gagner contre Goliath. De la même manière, voilà, le stylo n'a pas été là dès le départ et que je me posais la question de est-ce que la ministre ne pourrait pas venir à la fin. Voilà, enfin, toutes les questions que vous posez, on se les est posées au scénario. Et il me semblait voilà, que le stylo pouvait être un moyen de montrer cette... Après, je ne sais pas comment... Ça vous a échappé le stylo, monsieur ? Non. Là, effectivement, c'est très subtil, le stylo. Moi, j'aurais préféré un lien, mais c'est vous le réalisateur. Hein, donc, et ça n'empêche pas que le film est réussi. Hein. Le lien, et après je vous donne la parole, la visite de Gabriel, ministre du Travail en exercice, à la sortie de la prison, envers une collaboratrice accusée de meurtre, je pense que ça aurait posé des problèmes de plausibilité. Je pense que un homme ou une femme politique, quelle qu'elle soit, et combien même elle porte énormément d'amour et d'attention à son collaborateur, je pense qu'elle fait un tout petit peu attention et qu'elle n'y va pas. C'est pour ça que le stylo me semblait être un moyen assez, on va dire, subtil pour dire... Enfin, je ne sais pas comment vous interprétez le stylo. Moi, la manière dont... Enfin, je ne vais pas vous dire comment... Voilà, mais c'est à vous de me dire ce que vous voyez dans le stylo. Pour moi, le stylo, c'est un don de femme à femme. Elles avaient on sent sans que jamais ça soit explicité par des paroles, mais qu'il y a un intérêt énorme de découvrir qui est l'autre entre elles deux. Et je trouve que le stylo, c'était magnifique comme don. Je te reconnais et continue, quoi. Un peu une parole de mère. Ben voilà, c'est ça que je voulais faire. Oui, moi, c'était juste une simple curiosité. Pourquoi vous avez choisi Rebecca Marder ? Parce qu'elle est excellente, enfin, elle est vraiment formidable, mais vous aviez tout de suite pensé à elle, vous la connaissiez, c'est dans les castings. C'est vraiment de la curiosité, pour le coup, qui n'a rien à voir avec le fond. Bah, vous plaisantez, c'est la base du film. La base du film, c'est le casting et donc l'actrice principale. Non, ce que moi c'est un scénario qui a mis pas mal d'années à aboutir parce qu'il était très complexe et que pendant pas mal de temps, on va dire les différentes pistes, thriller, transmission, la reprise de l'usine, la relation d'amour, tout ça, c'est des trames qu'il faut bien équilibrer parce que sinon on perd le film et le fil. Donc ça a mis beaucoup de temps à arriver. Et après je vous raconterai un truc sur la fin et le père. Tout ça pour dire que quand je commence à écrire, j'ai pas du tout Rebecca Marder en tête parce que
parce qu'elle n'avait pas fait grand-chose. Enfin, elle avait fait des petits rôles, mais moi, je ne les avais pas vus. Et surtout parce que moi, dans mon écriture du personnage féminin, j'avais en tête un personnage beaucoup plus... Enfin, elle est butée, hein, Madeleine, mais je m'étais mis un physique dans ce côté buté. C'est-à-dire que j'envisageais une jeune femme beaucoup plus sombre, beaucoup plus, enfin, pour le coup, beaucoup plus opaque, peut-être beaucoup plus fermée, peut-être qui suscite un peu moins d'empathie. Enfin, l'image qui me vient, c'est un peu un bulldozer, voilà. Et ça, c'était mon idée. Et quand ma directrice de casting... Tu avais pensé à quelqu'un, du coup, ou pas du tout? Ah bah, je vais pas te le dire, t'imagines bien. Tout à l'heure, alors. Faut me faire boire. Et c'est ma directrice de casting, qui s'appelle Wang Sunlan, qui venait de faire le casting de Simone. Mais Simone, qui est un film aussi qui a été tourné il y a longtemps, hein, qui m'a dit, tu devrais regarder Rebecca, elle va exploser, elle est très très forte. Et à l'époque, donc ni Simone n'était sortie, ni Une jeune fille qui va bien. Et donc j'ai regardé Rebecca, je l'ai rencontrée avant de voir quoi que ce soit d'elle, et j'étais très déstabilisé parce que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé par rapport à mon rôle. Et en même temps, je me suis dit, mais ça déplace tellement, ça va amener tellement de choses auxquelles je n'ai pas pensé, surtout ça va amener tellement alors attention à ce que je vais dire, parce que si elle était là, elle m'engueulerait, mais ça amène de la légèreté, ça amène de la poésie, ça amène de la grâce, ça n'enlève rien en complexité ni en opacité, et c'est très surprenant, parce qu'on lui prête énormément à Rebecca, physiquement, et on est d'autant plus surpris quand on la voit faire des choses, ou penser des choses, ou se comporter de manière un petit peu moins sympathique. Voilà. Donc voilà comment j'en arrive à Rebecca. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que Rebecca Barder, on en entend beaucoup parler en ce moment. On la voit dans beaucoup de films. Elle était nommée aux César, pardon. Pour une jeune fille si bien ou va bien, qui va bien ce soir. Je crois qu'elle n'a pas eu le prix finalement. Hein. Les Césars, c'est en ce moment. Nous, on s'est un peu renseigné. Mais elle sera dans Mon Crime aussi là bientôt. Mais c'est étonnant, effectivement, de voir cette fulgurance dans sa carrière, alors qu'effectivement, Simone avait été tournée en 2019 et puis a été arrêtée par le Covid. Enfin, voilà, Simone, ça se tourne avant le Covid, donc c'est un film ancien, mais d'où, petite parenthèse, d'où le rôle fondamental qu'ont les directeurs ou les directrices de casting dans non pas dans la fabrication d'un film, mais dans la pré-fabrication d'un film. C'est quand vous êtes en casting, vous cherchez votre acteur, le rôle d'un directeur de casting, c'est de vous dire, non pas de prendre Vincent Lindon ou Roche Dizem ou Jeanne Balibar, que tout le monde connaît, mais de vous dire, tu devrais regarder cette jeune femme ou ce jeune homme, parce que là, personne ne le connaît, mais dans 3 ans, crois-moi, il sera très très haut. Et dans 3 ans, si tu faisais le film, il ne viendrait même pas le faire. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça le rôle. Je ne vous ai pas oublié, monsieur, mais comme on est sur les comédiens, on peut se poser la question sur Benjamin Laverne, par exemple. Pourquoi Benjamin Laverne? Alors Benjamin, ce que j'aime... Qui vient de la comédie française. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans le rôle, il n'est pas facile, hein, le rôle d'Antoine, parce que voilà, moi je vous trouve très sympathique ce soir enfin vous dites rien sur Antoine. C'est vrai que j'ai fait une avant-première il y a 2 jours à Paris où l'unanimité de la salle, le traitait de tous les noms, de l'âge, de vol, tout ça, voilà. Donc il a pris très cher. Tout ça pour dire que c'est pas un rôle très facile à accepter pour un acteur parce que voilà, vous avez un peu le rôle du méchant ou du salaud et que faut un peu de courage en tant qu'acteur pour endosser ça, voilà. À l'intérieur de ça, moi, c'est un rôle que je défends complètement parce que, oui, il est lâche, oui, il s'en sort pas avec les honneurs, mais pour moi, c'est une trajectoire d'un jeune homme qui fait ce qu'il peut, qui est moins outillé humainement pour résister aux événements qui lui arrivent et qui n'a pas la force d'une Madeleine et en tout cas, voilà, qui n'a pas une passion de la politique telle que ça lui donne un centre de gravité. Voilà, c'est un jeune homme un peu faible. Voilà, je dirais qu'il est plus faible que lâche. Tout ça pour dire que Benjamin, ce que j'adore en lui, c'est que c'est quelqu'un qui dégage une sympathie immédiate, je trouve. On lui prête beaucoup, on a envie de l'aimer. Et je trouve ça très intéressant de pousser le curseur et de l'amener dans des zones très sombres et très noires, parce que j'avais la certitude que même quand il est détestable, le spectateur continue à l'aimer et à avoir du plaisir à le suivre. Oui, et puis on se pose la question de Madeleine aussi, la façon dont elle continue à l'aimer ou pas. Tout ça est... Ça, c'était des questions sur le tournage où parfois Rebecca me demandait si elle devait... On va donner la parole à monsieur du coup.
Alors déjà, très rapidement, j'ai eu une légère frustration à la fin parce que je voulais que ça continue. Donc je peux dire que j'ai apprécié. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, le stylo, rapidement, je trouvais que c'était très fort parce que c'était un message elle se l'était dit par la confidence dans la voiture. Et du coup, le fait qu'elle envoie juste le stylo pour faire comprendre les choses, ça la protège dans un certain sens. Et le message passe pour le spectateur comme pour l'actrice. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, à la fin, on a rapidement discuté et on était amené à se poser la question par rapport au personnage de Madeleine. En gros, elle a menti pour se venger, se protéger par rapport à Antoine, mais elle a également menti par rapport à la loi et au fait qu'elle ait tué quelqu'un. Et du coup, le fait que ce soit des valeurs qu'elle défende, qu'elle soit absolument obnubilée par la loi, par les textes, etc., par son métier, on s'est demandé à quel moment est-ce qu'elle penchait plus pour le mensonge en tant que protection ou le mensonge au niveau professionnel de la loi. Enfin, à quel moment ça... Ce que vous dites, c'est est-ce qu'elle est tellement sincère que ça dans la volonté qu'elle a que cette loi soit votée, ou est-ce que c'est un prétexte pour s'en sortir? Je ne sais pas vraiment si... comment dire? Attendez. Non, en gros, c'est qu'elle a menti, oui. Ça lui a permis de se protéger, oui. Mais ça a aussi fait en sorte qu'elle mente au niveau de la loi alors que c'est quelque chose qu'elle défend. Donc, à deux niveaux... Est-ce que la fin justifie les moyens? Voilà, plus ou moins. Et du coup, on voulait savoir à quel endroit vous vous positionnez par rapport à ça, justement. Est-ce que vous préférez... Est-ce que je suis sucré ou salé? Oui, voilà, peut-être. Bourgogne ou Bordeaux? Est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, voilà. Bon, je vais faire une réponse de politicien. Je vais dire ça dépend quelle fin et ça dépend quel moyen. Mais je vais vous répondre frontalement. Moi, il me semble que quand on défend une cause qui nous semble extrêmement noble et dont on pense légitimement qu'elle peut sauver le monde ou changer le monde en bien, je pense que ça vaut le coup d'y mettre beaucoup de moyens. Ouais. D'accord. Après, on est au cinéma. Hein. Voilà. Oui. Je défends pas le meurtre et je suis pas un défenseur de la légitime défense. Mais c'est vraiment le cœur du film et le sujet du film, parce que tu aurais pu... En fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis quelques temps, en France, il y a beaucoup de films sur la politique. Toi-même, tu en as réalisé un. Mais l'année dernière, on a sorti ici, par exemple, Les Promesses. Alors, Les Promesses de Grandes Espérances. D'ailleurs, on pourra reparler du titre. Mais voilà, il y a beaucoup de films politiques et en même temps, curieusement, un désamour qui continue entre les Français et la politique. Mais au cœur du film, il y a vraiment cette histoire d'engagement, effectivement. Et tu aurais très bien pu le faire comme des Lépine Carverne qui ont fait en même temps une comédie autour de la politique, quelque chose de plus léger. Et là, tu as vraiment mis la dose. Il y a de la trahison, il y a du meurtre, quasiment du meurtre, des mensonges. Pourquoi tu as choisi de confronter Madeleine, mais aussi pas seulement Madeleine, aussi Antoine à ce fatum, à ce qu'on trouve dans la tragédie grecque, parce que là, on a deux personnages qui, au début, sont faits pour faire de grandes choses. Et surtout Madeleine, elle est là pour entreprendre de grandes choses. Et puis, tu leur mets cet obstacle-là dans leur trajectoire. C'est assez étonnant, ça, c'est ce choix, en fait. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, si ce n'est qu'en disant que je pense que parfois c'est une question de vie ou de mort, la politique. Je pense que c'est pas à prendre à la légère. J'adore le film de Carvernet de Lépine. Et d'ailleurs, tu dis c'est une question de vie ou de mort. C'est intéressant parce que il me semble que c'est quelque chose que disait aussi un de tes protagonistes, dans la campagne de France. Oui, qui en faisait une la question politique. humaine, ouais. Il disait, donc ça c'est le documentaire que j'ai fait l'an dernier dans un petit village, élection municipale. Il y a un des protagonistes qui dit la politique, il y a ceux qui en vivent, il y a ceux qui en crèvent. Au sens qui en crèvent ils en crèvent que les idées qu'ils défendent et le combat qu'ils mènent, ça arrive pas. Et je pense qu'on peut en crever de ça. Et voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a mille et une manières de parler de la politique et que toutes se valent et respect pour tout le monde. Après, voilà, moi, j'avais pas du tout envie de prendre ça
en tout cas avec ce film, à la légère, par-dessus la jambe, d'avoir de la distance, de l'ironie, du surplomb, ou d'être professoral, ou je sais pas quoi. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que c'est une envie qui est venue tout de suite, que mon personnage principal s'y engouffre avec voilà tout son corps, toute son envie, parce que pour elle c'est une question de vie ou de mort. Voilà, et c'est que changer la vie c'est une question de vie ou de mort. Bâtir le monde dans lequel on a envie de grandir, les enfants, tout ça, c'est une question de vie ou de mort. Alors de vie ou de mort, je parle pas de meurtre, mais en tout cas c'est pas rien, c'est tout sauf léger. Et je pense que voilà quelque part je lui devais bien ça à ce personnage, vu tout ce que je lui fais traverser, qu'au moins ce qu'elle défende, en l'occurrence, voilà, ces idées dont vous parliez, elle aille jusqu'au bout. Voilà. Et encore une fois, on est au cinéma et je prône pas le meurtre, tout ça, mais voilà, la lutte des classes a un sens. Voilà, et que tant qu'on combat et qu'on lutte, on est en vie. Mais je trouve que dès le début du film, quand il y a le repas chez son père, moi, j'ai senti ce garçon, enfin Antoine, qui n'était pas si convaincu que ça de la loi qu'elle défendait elle, sur l'échelle des salaires, et que il enfin, c'est comme s'il s'appuyait sur elle pour faire face à son père. Et je trouve moi je l'ai senti très fort, et donc après ça m'a pas étonné que ce personnage qui semblait si accroché à elle et dans les mêmes idées et tout avait des failles, quoi. Et qu'elle, au contraire, on avait senti, par la manière dont elle avait défendu la cause à table, c'était placé, disons, dès le début, quoi. Je vais vous emmener dans toutes les avant-premières, hein. Vous parlez trop bien du film. Il y a d'autres interventions, oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. J'aimerais juste vous poser une question par rapport à vos personnages. Ils sont très bien écrits, très bien ciblés. J'ai repensé à mes cours d'SES et voilà, à mes révisions avec Annie Ernaux, etc. La jeune fille qui fait des grandes études alors qu'elle ne vient pas d'une classe sociale élevée. Et je trouve que c'était pas que dans l'écriture, c'était aussi dans les costumes, dans les manières de jouer, où on voyait qu'elle se définissait différemment en fonction de sa classe sociale. Et j'aimerais aussi vous poser une question par rapport à la photographie. C'était quoi vos volontés derrière la photographie pour mettre en valeur votre histoire et vos personnages ? Alors sur les costumes, tout ça fait partie de la fabrication du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le scénario il est là, les personnages ils sont là, vous l'avez bien décrit. Hein. Elle est différente, elle vient d'un milieu différent. Donc la première chose que se pose la première question que se pose la chef costumière en arrivant sur le projet, c'est comment traduire en costume cette différence sociale. Et donc c'est tout un travail de recherche qu'elle fait, d'essais, d'essais d'abord sur des recherches internet, des coupures de mode, tout ça, et ensuite des essais avec la comédienne pour bon, il faut pas qu'elle soit habillée comme enfin c'est pas Les Misérables non plus, hein, donc faut pas que ce soit trop caricatural, mais faut quand même à des petits détails qu'on sente que voilà, elle débarque pas au dîner avec une robe Chanel alors que les autres sont plutôt habillés de manière très confortable et smart. Voilà, donc tout ce travail là est fait par la chef costumière pour voilà transcrire et traduire ce qu'est le personnage. Ça passe aussi par les accessoires, ça passe par le décor. Quand elle est dans son petit studio à Lyon, on voit bien que c'est tout petit, c'est modeste, c'est un peu foutraque, donc on voit bien qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Voilà. Tout ça fait partie du travail des différents corps de métier du film. Et sur la photo, je vais vous faire une réponse plus... Moi, ce que j'avais envie, c'est un film qui a un sujet, c'est social, c'est politique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est un film de cinéma avant tout. Donc ça veut dire qu'il faut que l'image soit belle. D'où le choix du format, le scope. Le scope, c'est-à-dire, voilà, ça prend tout l'écran et c'est ni 4/3, ni 1,85, tout ça. J'avais envie que ce soit un film de cinéma et que le spectateur, nonobstant tous les thèmes qu'on traite, éprouve visuellement, esthétiquement, voilà, un plaisir à être dans son fauteuil et à regarder le film. D'où la Corse aussi. En plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonsoir. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une tension impressionnante du début jusqu'à la fin. On est assis sur le bout de sa chaise. Et donc, c'est vraiment une très grande qualité de votre film parce qu'il n'y a pas un personnage psychologiquement que vous abandonnez. On les comprend tous.
Et jusqu'à la fin, le profil merveilleux de Rebecca Marder vers son père, qui ne répond pas à la question du père. Qu'est-ce que c'est que ce stylo? Et donc, cette espèce de silence qu'elle garde est vraiment une merveilleuse fin. Parce qu'on peut en effet vouloir que le film continue. Bien sûr, on se demande si cette jeune femme qui va aller loin, probablement, va, dans sa vie, avoir des remords, va mal subir les mensonges dont parlait le jeune homme tout à l'heure. Parce qu'en effet, elle a quand même manipulé après avoir été manipulée. Enfin, bravo, parce que j'ai adoré ce film. Merci et heureusement beaucoup. que vous n'avez pas pris un bulldozer pour actrice, parce que toute la grâce dont vous avez parlé de Rebecca Marder nous aide énormément. C'est pour ça qu'on la suit aussi comme ça. Enfin, vraiment, merci. Merci beaucoup. Cette envie que le film continue, c'est aussi la magie du cinéma. C'est-à-dire qu'on l'interprète, on imagine ce que pourrait être la suite, ce qui est pas du tout le cas des séries, par exemple, où on va du début à la fin et qu'on ne laisse pas du tout de place à ce qu'on pourrait espérer ou imaginer. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Je ne vais pas parler du film. Là, vous avez eu beaucoup de César ce soir, mérité. Je voulais savoir si le monde du cinéma, aujourd'hui, production, distribution, était aussi cruel que le monde de la politique. Je ne connais pas suffisamment le monde de la politique pour répondre. Mais je vais dire que les deux points communs entre les mondes sont qu'il y a des envies extrêmement fortes d'exister, de tracer un sillon, un parcours. Il y a des antagonismes. Personne n'est là pour... C'est un très mauvais début de réponse. Je vais la tourner autrement. Et en même temps, j'ai pas envie d'être caricatural. J'ai pas envie de répondre. Je dirais que c'est deux mondes extrêmement sauvages dans lesquels il y a des égos extrêmement forts qui cohabitent plus ou moins facilement, qui s'épaulent ponctuellement, le temps d'un projet, le temps d'un film. Et quand je dis qu'il y a des égos extrêmement forts, c'est pas forcément négatif. Hein. Pour moi, c'est deux jungles. Il y en a une où le but c'est faire exister ses idées, peut-être accéder au pouvoir pour les faire appliquer. Et puis il y en a un autre où faire exister ses films et peut-être espérer qu'ils marchent. Et c'est deux mondes dans lesquels finalement il n'y a pas tant que ça de bienveillance, il n'y a pas tant que ça de gens qui vous tiennent la main. Ça existe, hein, je ne veux pas généraliser. Mais c'est deux mondes assez sauvages, voilà, je dirais ça. Et comme par hasard, c'est deux mondes dans lesquels moi je vois pas mal de passerelles. C'est-à-dire que j'observe souvent les hommes politiques comme de grands comédiens, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, encore une fois. C'est-à-dire des gens qui sont capables de parler, de défendre, de monter au combat, d'enchaîner et d'encaisser des échecs extraordinaires, de remonter, de se lever le matin. Quand je faisais mes recherches, j'ai lu pas mal de livres et il y avait quelque chose qui m'avait assez frappé. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont frappé, mais il y avait cette citation de Dominique de Villepin. J'ai deux citations. Dominique de Villepin qui disait en politique, plus on tape sur la tête, plus il faut que tu souris. Il y en avait une autre qui m'avait vraiment frappé, qui était Bruno Le Maire, qui s'était pris une raclée aux primaires, je sais pas quand, et à qui la journaliste demandait, mais comment vous faites pour supporter ça, d'avoir fait 2%, tout le monde se fout de votre gueule, et puis demain matin, vous allez encore tracter sur un marché, vous êtes un loser. Et le mec disait, non, je suis pas un loser, mais je refuse le réel. Parce que si j'accepte le réel, je rentre chez moi et c'est terminé. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Et dans le cinéma, c'est un peu pareil. C'est extrêmement compliqué de faire des films. Enfin, c'est plus compliqué. Il y a certaines personnes pour qui c'est moins compliqué que d'autres, mais c'est très compliqué. Et donc, vous avez besoin un peu d'avoir une espèce de foi du charbonnier, de croyance très très forte, non pas en votre destin, mais en tout cas qu'il y a un petit chemin qui vous est offert et que vous allez pouvoir parcourir à force de conviction, de ténacité. Voilà. Donc, c'est les deux passerelles que je verrai. Après, pour être très sincère, je ne connais pas très bien le monde des avocats, je ne connais pas le monde des banquiers d'affaires, je ne connais pas le monde des hauts fonctionnaires, mais je ne pense pas que ce soit non plus des bisounours. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde dans lesquels il est aisé de se mouvoir, d'avoir des ambitions et de faire gagner. Après, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus bienveillants que d'autres. J'ose espérer. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au personnage, parce que ce que vous venez de dire, en fait, ça résonne avec quelque chose que je pensais déjà. Bruno Le Maire qui dit « je refuse le réel », ça me fait beaucoup penser au personnage, en fait. Parce que, justement, je me dis pendant tout le film, mais en fait,
c'est un personnage qui a l'air très fort, comme beaucoup de gens l'ont constaté, mais en même temps, elle a un peu de folie aussi, puisqu'elle voit constamment la personne qu'elle a assassinée, et aussi une volonté qui confine au déni aussi. Et je trouve ça suffisamment ambigu pour que ce soit intéressant, parce qu'on ne le sait pas, en fait, finalement. Est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est de la force, est-ce que c'est pas un peu des deux? Voilà. Ah ben, je pense que le personnage de Madeleine n'est pas la personne la plus normale du monde. Quand elle est en prison, voilà, on voit bien qu'elle commence à se parler toute seule. Enfin, elle est un peu, ouais. Mais je pense qu'il faut ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut une dose de ça pour arriver au bout. Déjà, bonsoir, merci beaucoup pour le film. Et j'avais une petite question. J'aime bien les making-of des films. Et quelles étaient les plus grosses galères que vous ayez rencontrées sur le film, ou si vous avez des petites anecdotes à partager comme ça? J'adore votre question. C'est le moment où on va rigoler, normalement. Un film, c'est tellement de galères que voilà, je pourrais vraiment y passer la soirée. Un film, c'est énormément de galères. Ce n'est que ça. Ce n'est que des problèmes à résoudre les uns après les autres. Non, je peux dire pas. Alors, j'ai pas eu de galères au sens où, enfin, j'ai eu beaucoup de galères en production. Voilà, c'est un film qui a eu énormément de mal à se financer parce que beaucoup de gens, beaucoup de financiers, chaînes de télé, France 2, France 3 pour ne pas les citer, étaient très attirés par le film, avaient extrêmement peur du personnage féminin. Voilà. Vraiment, les lecteurs et lectrices de France 2 ne comprenaient pas le personnage de Madeleine. Il l'a trouvé beaucoup trop arriviste, beaucoup trop carriériste et n'arrivait pas du tout à voir la complexité et de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, elle était beaucoup trop, et je vais employer un gros mot, beaucoup trop salope pour que ce soit un projet viable. Voilà. Donc ça c'est beaucoup de questions auxquelles je me suis affronté en production. Des galères tournées en Corse au mois de septembre, après le Covid, quand toute la France se précipite en Corse, c'est compliqué parce que vous n'avez pas de technicien, vous n'avez pas de voiture et vous n'avez pas d'hôtel. Voilà, tout ça, c'est plein de galères. Mais on n'a pas eu de trucs comme Lost in La Mancha avec, je sais pas, un décor qui s'effondre ou un acteur qui meurt. Voilà, ça on n'a pas eu ça. Lost in La Mancha, c'est le film de Terry Gilliam et le Don Quichotte de Terry Gilliam qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Enfin, si, finalement, il a vu le jour, mais pas avec l'acteur dont on aurait voulu. Et non, après, il y avait des scènes qui me faisaient très peur. Parce que je les avais jamais tournées. La scène de bagnole, là, au début du film, je flippais beaucoup parce que j'avais jamais fait ça. Et puis, comme on n'avait qu'une seule journée pour la tourner, fallait vraiment aller très très vite. Et je trouvais ça un peu dangereux. Pour être très sincère, je flippais un peu. La scène de la reconstitution, j'avais une peur bleue de cette scène de la reconstitution pour une raison toute bête, c'est que voilà, personne n'assiste à des reconstitutions. Enfin, quand on y assiste, c'est qu'on est mal barré. Et donc j'avais très très peur de raconter des conneries, tout ça. Et il s'est trouvé que miracle, parmi les figurants corses, il y avait un ancien juge d'instruction qui avait fait évidemment en Corse moult reconstitutions et qui a été un conseiller de premier plan. Qu'est-ce qu'il y a eu comme petite galère sur la toute scène de fin. Enfin, petite galère, grosse galère sur la scène de fin en voiture entre Madeleine et son père, la scène du stylo. Qui est une des dernières scènes du film qu'on tourne. Et on se rend compte, on apprend la veille du tournage que Marc Barbet, l'acteur, n'a pas son permis. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bon, on discute, et j'essaye de... Enfin, il sait conduire, mais il n'a pas son permis. Plutôt, il n'a plus son permis. Et donc, bon, on pourrait se dire, on fait un tournage, tout ça, voilà, ça va le faire, mais sauf que la production refuse d'assurer la scène. Elle refuse que monte dans une voiture en mouvement un comédien qui n'a pas le permis et la comédienne principale, Rebecca Marder. Voilà. Ils conduisent vraiment les acteurs quand on les voit quand tu as des moyens, tu fais une voiture travelling. C'est les voitures travelling. Ouais, mais ça se voit, moi je trouve ça toujours assez vilain. Voilà, donc grosse galère. Donc ça veut dire que je ne peux pas avoir mes deux comédiens ensemble dans la voiture en mouvement. Donc j'avais ma fille de 19 ans que j'avais invitée sur le tournage et qui a accepté de faire la doublure de Rebecca sur la scène en mouvement où Marc conduit. C'est-à-dire que Marc a eu le droit de conduire la voiture, mais pas avec la comédienne principale. Donc j'ai mis ma fille. Bon, ça raconte énormément de choses.
Et je vais vous laisser tirer ce fil rouge biographique jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et par ailleurs, le film est très écrit, très dialogué. Il y a assez peu de gras, en fait. Je pense que tu n'as pas coupé beaucoup de choses. Il y a deux scènes coupées qui sont deux scènes. Alors, autre anecdote, pour le coup, la scène qui a coûté le plus cher dans le film, elle est coupée. Ma productrice a réagi exactement comme vous, avec cet air complètement navré, quoi. Une scène... Johnny Depp devait intervenir. Non, j'avais une scène qui a un plan large des flics qui arrivent sur la scène de crime le soir, avec une dépanneuse, 2 voitures de flics, 15 mecs en combinaison blanche qui font les prélèvements, tout ça. Donc c'est une scène qui coûte très cher, parce qu'il a fallu faire venir une dépanneuse, il a fallu faire venir des voitures de flics du continent. Donc c'est une scène qui doit coûter 10 ou 15 000 euros. Voilà. Et donc elle n'est pas dans le film. Et il y a une autre petite scène qui a été coupée sans beaucoup de dommages. Par pur intérêt, c'était pour savoir si prochainement vous avez des projets sur Caen ou dans les alentours. Et si vous aviez peut-être besoin de stagiaires ou de... Alors on a toujours besoin de stagiaires. Ça, faut le savoir dans le cinéma. Ça coûte pas cher les stagiaires. Alors j'ai un projet. Est-ce qu'il va se tourner à Caen ? Je pense pas. Je pense pas. Mais après, les carrières sont longues et puis nos chemins se recroiseront surtout. Mais je retiens que vous êtes là. Et je voudrais juste quand même que tu nous précises l'origine du titre, parce que il y a ce personnage de conducteur un peu féroce qui pourrait rappeler le personnage du film, du roman de Dickens, de Grandes Espérances. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce roman ou pas du tout? Parce qu'il y a des titres, des films qui s'appellent, et des ouvrages qui s'appellent Les Grandes Espérances, ça existe. Mais est-ce que là, en l'occurrence, il y a un rapport? Oui et non. Pendant longtemps, on a eu un titre de travail, le scénario, puis le film quand il se tourne, et quand on arrive au montage, a un titre de travail qui s'appelle MAD, qui est le diminutif de Madeleine. Mais j'étais pas très satisfait de ce titre-là, parce que je le trouve assez fermé. Enfin, ça évoque pas grand-chose. Disons, quand on ne connaît pas le film et puis qu'on voit ça dans un journal, MAD, je suis pas sûr que ça suscite grand-chose. Et c'est ma monteuse qui un jour est venue au montage et qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de Grandes Espérances? Et c'est vrai que c'est un titre c'est un gros titre, en fait. Oui. Je ne connaissais pas l'existence du roman de Dickens, mais De Grandes Espérances, c'est un truc qui a du souffle, qui prend de la place, qui emporte beaucoup de choses. Donc j'ai dit oui avec grand plaisir. Et j'ai découvert le roman de Dickens cet été, je l'ai lu, qui est un roman extraordinaire. Et je comprends pourquoi la monteuse me l'a conseillé. C'est vrai qu'il y a des... Alors c'est évidemment pas une adaptation, hein, mais il y a des... Ne serait-ce que dans la trajectoire du héros, Pip, qui a une trajectoire, qui ressemble vachement à celle de Madeleine, ne serait-ce que dans l'intervention du Forçat dans De Grandes Espérances, qui est le Corse dans mon film. Voilà. Donc il y a... on pourrait dire que c'est une adaptation inconsciente et très très libre. Et alors, du coup, puisque tu as donné ce titre, les Grandes Espérances dont il est question sont lesquelles? Celles de Madeleine ou les nôtres, éventuellement, celles qu'on pourrait reposer justement sur ces hommes politiques qui nous gouvernent, pour lesquels on vote plus ou moins tous les ans Moi, ce que j'ai aimé dans ce titre, c'est que en fait, c'est un titre à plusieurs points d'entrée. Ça peut être les Grandes Espérances, ça peut être celle les Grandes Espérances, ça peut être celle qu'a Madeleine vis-à-vis de ses idées, de son projet. Les Grandes Espérances, ça peut être celle que beaucoup de gens ont en la politique. Les Grandes Espérances, ça peut être celle que portent pas mal de gens autour de Madeleine en elle, notamment Antoine. Les Grandes Espérances, c'est celle que formule son père à la fin. Enfin, je pense que tout le monde a des grandes espérances. Ce serait une bonne conclusion. Donc je crois que c'est une bonne conclusion et le titre est particulièrement bien choisi finalement. Donc c'est une super soirée. Voilà. Eh bien écoutez, oui, c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos remarques, vos interventions. Je pense que tu en as pris parti, tu es ravi. Donc on rappelle que le film sort le 22 mars, dans un mois. Vous avez largement le temps d'en parler autour de vous. Et on espère que le public sera en rendez-vous. En tout cas, merci Sylvain. On est impatient de te retrouver pour un autre film, un autre moment. Et merci à vous toutes et à vous tous et bonne soirée. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Retrouvez le film en salle depuis le 22 mars 2023 et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram.
ou bien directement pour une prochaine rencontre luxe en salle. Au revoir.